Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à cette conférence sur la fraude organisée par Euler Hermes et le réseau des directeurs financiers de contrôle de gestion, la DFCG. Bienvenue à vous tous qui êtes présents dans cette salle, mais également bienvenue à ceux qui sont présents à travers notre retransmission live et qui pourront leur permettre de participer à nos échanges. Donc bienvenue à vous qui êtes en live. Fraude et cybercriminalité, des sujets majeurs pour nos entreprises. Dématérialisation, cloud, mode SaaS, mobilité, tous ces nouveaux concepts entraînent inévitablement malversation et escroquerie. Les directeurs financiers sont en première ligne, on l'a vu tout à l'heure dans le résultat de notre enquête, face à ces nouvelles formes de criminalité. Et le réseau des directeurs financiers et de contrôle de gestion porte une attention toute particulière à tous ces sujets qui sont cruciaux. Raison pour laquelle nous sommes présents avec vous tous aujourd'hui. Et par ailleurs, nous proposons un certain nombre d'éléments en lien avec toutes ces questions. D'abord, une formation spécifique qui est animée par Christian Lavaux, ici présent à notre table ronde. Nous publions également de nombreux avis experts dans notre mensuel Finance et Gestion et sur notre blog Voxfi. Et enfin, nous animons des conférences, de nombreuses conférences sur le sujet, sur tout le territoire, à travers nos 14 régions. Vous le savez, Euler Hermes est l'un des spécialistes de l'assurance fraude. Et c'est la raison pour laquelle, pour la 4e année consécutive, le réseau des directeurs financiers de contrôle de gestion avec Euler Hermes a étudié auprès de décideurs financiers toutes ces questions liées à la fraude, de façon à avoir leur vision et leur approche des choses. Les résultats de notre enquête annuelle vous sont présentés aujourd'hui par le spécialiste de l'assurance fraude chez Euler Hermes, Sébastien Agère, ici présent. Cette présentation est suivie d'une table ronde animée par la journaliste Morgane Rémy. Et à l'issue de notre conférence, vous pourrez vous retrouver pour échanger avec nos intervenants de la table ronde et éventuellement, et même vous rencontrer les uns les autres pour échanger sur ce sujet crucial. Voilà, bonne conférence. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous, que vous soyez présents ici dans cette salle ou par le webcast. Vous êtes déjà 200 connectés, donc merci beaucoup. Merci de nous faire confiance dans l'exploration annuelle des tendances en termes de cyber-risque et de fraude. Et puis merci surtout de vous sentir concernés par cette problématique qui constitue un risque d'entreprise, mais aussi un enjeu de souveraineté nationale. Alors, pour les personnes connectées à la webconférence, vous pouvez poser des questions en direct. Nous les prendrons en compte et nous les traiterons soit au fur et à mesure, soit à la fin de la conférence. Pour tous les participants ici présents, pareil, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, levez votre main, on prendra la question au fur et à mesure. On aura aussi un temps de questions-réponses qui est dédié à la fin de la table ronde. Alors aujourd'hui, pour aborder le sujet de la cybersécurité, de cette menace qui est changeante, j'ai le plaisir d'accueillir des experts, des professionnels, dont c'est le métier de se battre contre la fraude au quotidien. Chacun à leur mesure, au sein ou pour les entreprises, ils luttent contre cette menace grandissante avec leurs outils respectifs, que ce soit la technologie, le droit, la gestion du risque ou l'assurance. Alors pour vous introduire notre beau panel aujourd'hui, nous avons Maud Balagna, qui est avocate au sein du cabinet Evershed Sutherland. Elle est spécialisée sur le sujet de la protection des données personnelles. Nous avons Guy Degeorges, directeur financier à temps partagé, sous la marque En Bref. Il travaille pour diverses PME. Nous avons Christian Lavaux, de Aéroport de Paris International. Il est directeur Audit Risk Management, Compliance et Qualité. Nous accueillons également Arnaud Cassagne, notre expert technique. Il est directeur des opérations chez New Lot Group, spécialisé en assistance et, services informatiques. Enfin, Sébastien Agère, il est responsable souscription assurance fraude chez Euler Hermes France.
Nous allons commencer par vous, Sébastien, si vous le voulez bien. J'aimerais revenir avec vous sur ce baromètre que vous avez réalisé avec la DFCG. Ça fait 4 ans que vous le réalisez. Cette année, quels sont les enjeux les plus alarmants pour les entreprises ? Tout d'abord, je tenais à remercier la DFCG avec qui nous avons le plaisir de mener cette étude conjointe. Cette année, nous avons pu recueillir les réponses de 300 entreprises qui sont conformes au tissu économique français de toute taille, plutôt des entreprises avec des directions financières. Et le résultat est très intéressant, d'autant que c'est la 4e année consécutive que nous le suivons, ce qui nous permet d'établir une forme de baromètre. Alors, les grandes tendances observées cette année, c'est tout d'abord la menace qui est toujours extrêmement importante et qui constitue une pression exercée sur l'ensemble des entreprises. Donc 7 entreprises sur 10 sont victimes de tentatives de fraude. 1 sur 5 est victime de plus de 5 tentatives au cours de l'année écoulée, ce qui signifie qu'il y a une multiplication des attaques auprès des mêmes entreprises. Alors on peut retenir l'effet bélier en fait, qui est exercé par les fraudeurs, qui tentent par différents moyens de forcer les portes qui constituent une sécurité auprès des entreprises afin de pouvoir exercer un détournement. Le constat alarmant, il est le tiers d'entreprises, en fait, le tiers d'entreprises victimes d'une fraude avérée. Une entreprise sur 3 n'a pas réussi à déjouer au moins une tentative au cours de l'année écoulée. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. Donc la fraude, c'est un phénomène qui est extrêmement présent et également une réelle menace, comme le traduit cette enquête. Une entreprise sur 3 n'a pas su déjouer une fraude. Au-delà de ça, parmi les mécanismes utilisés, l'usurpation d'identité reste un mécanisme très répandu. Alors la fraude au faux président marque un repli cette année, tout simplement peut-être parce qu'elle est galvaudée, elle est devenue galvaudée. Alors elle est partie des très grandes entreprises pour se déployer auprès des entreprises de taille inférieure. Et aujourd'hui, elle est moins présente dans les résultats de l'enquête. Celle qui est toujours très importante, c'est la fraude aux faux fournisseurs, c'est le fameux changement de RIB. Le fraudeur se fait passer pour un fournisseur et demande la modification des coordonnées bancaires pour être payé à la place du fournisseur. On a le faux client, qui consiste à détourner des marchandises de l'entreprise. On a également tous les autres cas d'usurpation d'identité qui permettent d'être des variantes en fait de la fraude au faux président, avec par exemple le faux avocat du président, qui est une variante de la fraude au faux président. Reste parmi les tentatives recensées, les cyberattaques qui avaient explosé l'an dernier. Rappelez-vous, les attaques au ransomware, WannaCry, NotPetya, etc. Cette année, elles sont toujours extrêmement importantes. Elles représentent 50% des attaques recensées. Et enfin, également, n'oublions pas la fraude interne, qui représente 12% des attaques recensées et qui est la fraude qui a toujours existé, qui existera certainement toujours et qui met cruellement à mal l'organisation de l'entreprise, puisqu'elle est très souvent réalisée par du personnel de confiance et qui connaît bien les procédures internes. Merci beaucoup. Je vous propose de nous arrêter sur les cyberattaques. Pourquoi ? Parce que 2017 a marqué les esprits avec WannaCry et NotPetya, 2 attaques qui ont touché des entreprises reconnues. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelle était la nature de ces crises et puis nous préciser comment les entreprises que vous avez accompagnées ont réagi ? Bonjour à tous. Pour WannaCry et NotPetya, c'est ce qu'on appelle communément dans notre jargon des ransomware, c'est-à-dire des petits logiciels qui, une fois qu'ils vont s'exécuter, vont chiffrer toutes les données de vos machines, vos applications, et pour en récupérer l'usage, il va falloir payer une rançon à des hackers pour récupérer vos machines. Ce qui a été un petit peu nouveau pour ceci, c'est que coup du hasard ou pas, on a touché ce coup-ci des chaînes de production qui utilisent des systèmes d'exploitation de Microsoft qui sont massivement répandus. On en trouve aujourd'hui dans les bornes de paiement, dans les distributeurs de billets et autres. Et donc cette fois-ci, on a des chaînes de production dans l'industrie qui ont été impactées. Donc la façon dont ça s'est matérialisé pour nous côté intégrateur en cybersécurité, c'est d'abord la presse qui s'y intéressait. Ça a commencé par l'Asie le matin. Donc les journalistes, le vendredi après-midi, on commence à nous solliciter pour savoir si nous, de notre côté, on avait des clients impactés. Durant la nuit, on a investigué avec différents chercheurs en cybersécurité pour essayer d'y voir plus clair. Donc
clients n'étaient pas encore impactés à ce moment-là. Et le samedi matin, nos clients les plus professionnels, on va dire, on commence à travailler sur le sujet, on les a accompagnés pour voir s'ils étaient impactés ou pas. Et d'autres ont suivi le lundi matin. Mais là, la différence par rapport à d'autres attaques, puisque c'est pas la première fois qu'on a des ransomware qui touchent des chaînes de production, c'est que les journalistes s'y sont intéressés extrêmement tôt et ont communiqué massivement. On a même eu France Culture le vendredi soir qui s'est posé des questions sur WannaCry, puisque c'était la première variante au mois de mai 2017. Et sur notre Petya, ça a suivi par la suite. Et au-delà de cette vague médiatique, comment vous réagissez par rapport au baromètre en posant la question autrement, quelles sont les attaques les plus marquantes au sein des entreprises selon vous ? Le ransomware, ça restera le plus visible. Aujourd'hui, on a tout un tas d'attaques qui frappent les entreprises. L'ingénierie sociale est massivement utilisée. Toutes les fraudes aujourd'hui utilisent de l'ingénierie sociale, soit pour connaître la cible, soit pour aller cibler une personne en particulier dans l'entreprise. Les phishing sont de mieux en mieux faits. Je pense que chacun en reçoit sur ses boîtes personnelles ou professionnelles. Aujourd'hui, on a des phishing qui sont extrêmement bien faits et quand on va un petit peu trop vite, on peut cliquer sur le mauvais lien. Si on clique sur le mauvais lien, on peut récupérer un fichier malveillant et ce fichier, ça peut être un ransomware. Donc toutes les attaques sont généralement ciblées. Une attaque DDoS, c'est-à-dire une attaque qui va mettre à mal mon infrastructure, peut cacher derrière une menace avancée qui va cibler un utilisateur. Et une menace avancée peut, elle, derrière aboutir sur un DDoS. Une fois que j'ai corrompu une machine dans l'entreprise, c'est assez facile que d'aller impacter les autres machines et d'inonder le réseau de l'entreprise. Donc là, on voit que c'est de plus en plus technique, industrialisé. D'où ma question, Sébastien. Est-ce que le cyber a changé la nature de la fraude ? Qu'est-ce que ça change, ce cyber ? Alors, en réalité, aujourd'hui, tout est cyber et les fraudes qualifiées d'ingénierie sociale sont finalement construites par des moyens cyber. Le plus souvent, une fraude au faux président est construite par de recueil d'informations qui est consécutif à une intrusion dans le système d'information. Alors, je laisserai les experts en parler mieux que moi, mais bien évidemment, ça soulève tout un tas de sujets et notamment la connectivité, l'accès à un réseau. Certains démontraient auparavant qu'un système d'information était construit comme une forteresse. Aujourd'hui, on le présente comme un aéroport parce qu'il y a des niveaux d'accès différents, une circulation libre à certains endroits, etc. Donc, ça soulève tout un tas de sujets en matière de sécurité. Simplement, effectivement, aujourd'hui, il est difficile de faire une catégorie ou plutôt une distinction très nette entre les cyberattaques et les fraudes par mécanisme d'usurpation d'identité, puisqu'on le voit bien, en général, le recueil d'informations est construit sur la base d'intrusion dans les systèmes d'information. Donc il y a une forme de cohabitation ou de mélange de ces différents moyens. L'an dernier avait été très marqué par les attaques au ransomware, qui étaient en fait des extorsions, la cyber-extorsion, très souvent appuyée sur le comportement de l'utilisateur, ce qui soulève bien évidemment l'évidence de la prévention nécessaire et de la sensibilisation. Mais aujourd'hui, les attaques sont également caractérisées par l'exploitation de failles de sécurité dans des systèmes d'exploitation, ce qui évolue également. Donc il faut tenir compte de ces paramètres-là. D'une part, la sécurité du système d'information va permettre de limiter l'intrusion d'organes extérieurs, mais également veiller à ce qui sort de l'entreprise sous forme de communication qui, évidemment, peut être un relais d'information pour quelqu'un qui voudrait s'attaquer à l'entreprise. Alors, grâce à la DFCG, nous avons la chance d'avoir des gens de terrain qui peuvent témoigner également. Christian, au sein de votre entreprise, est-ce que vous avez été témoin justement de la sophistication de ces attaques ? Oui, effectivement, je pense que maintenant on est passé dans une logique d'artisanat à une logique industrielle, avec des attaques qui sont ciblées, avec, je dirais, des fraudeurs potentiels qui ont vraiment un ciblage qui peut être un ciblage par typologie d'entreprise, par logique géographique. Donc on est un peu dans une logique de marketing couponing où il va y avoir 100 attaques au même moment et puis avec une espérance de retour, même si on n'a que 5% des entreprises qui ne sont pas prêtes à déjouer l'attaque, finalement, ça suffira à remplir les poches des fraudeurs. On est également dans une logique de véritables réseaux qu'on peut qualifier de mafieux, dans certains cas. Voilà, donc ça c'est un point important. Donc oui, sophistication des attaques extrêmement importante.
Et Guy, vous travaillez auprès des PME, vous êtes un peu la voix des petites entreprises. Pouvez-vous nous raconter à quelles attaques vous avez eu affaire récemment ? Oui, volontiers. Bonjour. Je vais vous raconter une mésaventure à 300 000 euros qui est arrivée à un de mes collègues, mais qui aurait pu arriver à moi et ou à beaucoup de PME. Donc là, on voit vraiment que des PME avec quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires peuvent être concernés. Donc classique, le comptable unique reçoit un jour un mail, objet, facture urgente et payée avec une pièce jointe bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe ? La pièce jointe est illisible, mais le comptable n'en parle à personne. Il oublie. C'est dommage, puisque son ordinateur vient d'être infecté par Dridex. Donc Dridex, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un médicament. C'est un cheval de Troie particulièrement vicieux, puisqu'il mute tous les jours et déjoue beaucoup d'antivirus. Par ailleurs, l'informaticien de l'entreprise a oublié d'activer le firewall. Ça arrive, négligence. Donc le pirate arrive à prendre le contrôle du poste informatique du comptable. Il surveille son activité. Il va savoir quand le comptable va partir en vacances et quelles sont les procédures. De plus, le comptable a laissé brancher en permanence la clé USB fournie par la banque qui permet de chiffrer et d'autoriser les créations de RIB de nouveaux fournisseurs dans le logiciel de la banque. Donc, ce qui devait se passer se passe évidemment. Le jour où le comptable part en congé, évidemment le pirate est tout courant, le pirate donne à la banque un ordre de virement d'environ 300 000 euros, pas 300 000 euros tout rond, mais un chiffre à la virgule près, qui, pour transférer presque toute la trésorerie disponible sur le compte en banque de l'entreprise, vers un compte en Suisse. Et ça marche parce qu'il n'y a pas de procédure prévue dans l'entreprise pour qu'il y ait une double validation du virement. Pas de supérieur hiérarchique qui valide. Il y a une sécurité par la banque, c'est que la banque renvoie un email automatique de confirmation, vous venez de virer 300 000 euros, mais le pirate qui a le contrôle de l'ordinateur efface tout de suite le message, le comptable n'a pas connaissance et part, la conscience tranquille, en vacances pour quelques jours. Évidemment, quand il revient, panique. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle la banque qui ne peut plus annuler l'opération. On appelle la banque suisse qui ne veut rien entendre. On porte plainte. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? La police française prend contact avec les autorités suisses qui non plus ne veulent rien entendre. Et fin de l'affaire. 2 ans plus tard, classement sans suite. Et cette anecdote, est-ce qu'elle est récurrente ? Et puis surtout, est-ce que les PME ont les moyens de se protéger face à ça ? Sur le papier, oui. Parce que si on réanalyse après, si on refait le match, on avait une mauvaise formation des utilisateurs, on peut faire des choses. La protection informatique était défaillante, on aurait pu avoir un meilleur prestataire, mais où le trouver, comment le sélectionner ? On n'avait pas de séparation des tâches, on aurait pu passer un peu plus de temps sur les procédures. Et la banque a été négligente. La banque a vu passer un virement vers la Suisse alors que l'entreprise n'en fait jamais et n'a pas réagi. Donc la banque aussi était défaillante. Donc ce sont des vulnérabilités qui sont propres aux PME. Parfois peut-être, on va parler sans doute sur des grandes entreprises, mais pour des PME qui manquent de moyens, d'organisation, qui ne sachent pas comment choisir un bon prestataire informatique, et surtout qui manquent de moyens pour séparer les tâches. Si vous avez un comptable unique, c'est parfois compliqué de convaincre l'entreprise de passer du temps à revérifier ses opérations, même critiques. Donc on a vraiment un problème d'information sur lequel il faut travailler, et aussi il faut être franc de temps de cerveau disponible des dirigeants de PME pour prêter attention à ce problème. Donc c'est vraiment intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Christian, vous voulez réagir ? Oui, moi je voulais réagir. En fait, je pense que tant les PME que les groupes de taille importante sont concernés et vulnérables à ce type d'attaque. Parce que si par exemple on prend la fraude au président, il y a une dimension psychologique importante qui est l'intimidation, voire la manipulation dont le pseudo-fraudeur va essayer de faire part vis-à-vis de la personne qui cible. Et ça finalement, par rapport à ces démarches d'intimidation, vous pouvez avoir les procédures les plus parfaites que vous vouliez, le dispositif le plus parfait. Si la personne se laisse impressionner, je dirais, elle va passer de la phase intimidation, demande de virement exceptionnel, acceptation et virement effectif. Et ça, au-delà des procédures de contrôle interne, je pense que la dimension éducation est vraiment primordiale. Il faut également arriver à
à considérer qu'avoir été victime d'une attaque en termes de fraude n'a pas un caractère honteux. Et bien souvent dans nos entreprises, quelqu'un qui a été attaqué ne va pas oser en parler. Et donc c'est très important d'en parler, d'analyser les cas, de voir si on a finalement eu beaucoup de chance. Finalement, est-ce qu'on a eu de la chance et c'est pour ça qu'on n'a pas donné suite, ou est-ce que finalement il y avait une procédure qui marchait? Et c'est en capitalisant sur finalement l'ensemble de ces cas, en donnant une publicité à l'intérieur de l'entreprise avec des retours d'expérience et ensuite avec des directives claires en disant ben voilà, c'est arrivé à telle personne, tel jour, il y avait tel mode opératoire, mais ça a été déjoué parce qu'on avait finalement un dispositif utile, qu'on arrive à faire reculer véritablement ce risque. Merci beaucoup. Il y a un autre enjeu qui préoccupe les entreprises. Si je vous dis le 25 mai, je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Le règlement européen sur les protections des données. C'est votre expertise, Maude. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement à quoi peuvent s'attendre les entreprises? Qu'est-ce que change l'arrivée de ce règlement? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, tout le monde a entendu parler du fameux RGPD qui rentre en vigueur le 25 mai prochain. Qu'est-ce que ça change? Déjà, ça va être une réglementation qui va harmoniser la réglementation du traitement des données personnelles au niveau européen. Donc ça, c'est quelque chose de positif quand même, parce qu'on va avoir des règles similaires, quasiment identiques dans tous les pays de l'Union européenne. Donc ça facilite quand même pour les groupes internationaux la gestion de cette problématique. Ensuite, le règlement réaffirme fermement les grands principes de protection des données personnelles, donc tout ne change pas. Au contraire, voilà, il y a une volonté de réaffirmer ces grands principes. En revanche, c'est vrai qu'il va y avoir un changement fondamental apporté par ce règlement, qui passe par, si on peut les résumer, deux aspects, c'est la responsabilisation des acteurs et un accroissement exponentiel des sanctions. Sur la responsabilisation des acteurs, donc on passe d'un système actuel qui était relativement simple en fait, il fallait faire des déclarations à la CNIL, et puis après c'était la CNIL qui enquêtait, et si on n'avait pas de chance on se faisait sanctionner, mais globalement ça n'allait pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui on passe à toute autre chose, puisque chaque entreprise va devoir s'assurer de sa conformité continue aux règles imposées par le règlement et pouvoir le prouver. Et chose encore plus compliquée pour les entreprises, et je comprends cette appréhension, c'est que désormais, en cas de violation de données personnelles, il va falloir le notifier à la CNIL. Donc, on ne doit plus se cacher derrière un panneau. Il faut informer la CNIL dans les 72 heures. Et pour les attaques les plus graves, il faut même les notifier aux personnes concernées. Donc voilà, donc on est vraiment dans un nouveau régime qui va impliquer énormément de changements. Et enfin, sur le deuxième aspect, les sanctions, on passe vraiment à un système qui n'a plus rien à voir, parce qu'aujourd'hui, la sanction maximale est de 3 millions d'euros. Et à partir du 25 mai, ça va passer à des sanctions potentielles de 10 à 20 millions d'euros, ou de 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions. Donc cette sanction pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires consolidé fait peur. Mais est-ce que c'est la sanction qui fait le plus peur, ou l'image, la réputation ? Alors la sanction dans l'esprit de nos clients est évidemment très présente, d'autant qu'on ne sait pas vraiment comment la CNIL va agir sur cet aspect-là. Mais effectivement, il y a un autre aspect, et surtout pour nos clients qui travaillent en B2C, c'est-à-dire avec des consommateurs, c'est l'aspect image. Et l'actualité le démontre bien avec l'affaire Facebook, Cambridge Analytica. On voit les conséquences désastreuses en termes d'image, le cours de la bourse qui chute, les abonnements qui sont annulés, etc. Ça peut être vraiment très très négatif. Donc oui, il y a un risque d'image, notamment avec l'obligation de notification aux personnes concernées, qui est très important. Et enfin, il y a quand même un risque judiciaire important qui va arriver, puisque désormais, les personnes concernées vont pouvoir également, en sus des sanctions, agir en réparation devant les tribunaux, éventuellement via des actions de groupe. Donc il y a quand même un vrai risque financier à cet égard également. Donc on voit que l'enjeu est énorme.
Pour autant, Sébastien, est-ce que les entreprises sont prêtes? Selon votre baromètre, ce n'est pas si simple que ça. Alors, sur l'aspect GDPR, une entreprise sur deux a déclaré ne pas être tout à fait prête. C'est plutôt inquiétant, mais finalement relativement peu surprenant de mon point de vue. Ce qu'on constate également, c'est que ce que craignent les DAF interrogés, c'est une accentuation du risque, et ce risque, ils craignent qu'il porte principalement sur la trésorerie, bien évidemment, hein, c'est la pérennité de l'entreprise qui est en jeu. Deuxièmement, sur la donnée, hein, ça c'est important aussi. Troisièmement, sur l'interruption d'activité. On a bien vu hein, dans la presse certaines entreprises qui, suite à des attaques informatiques, avaient vu leur outil de production paralysé. Et enfin, évidemment, l'image, comme ça vient d'être souligné. Donc, la réalité du terrain, elle est celle-ci, c'est que les entreprises sont conscientes que le règlement est imposé, que la menace existe. Simplement, tout cela, ça nécessite aussi d'améliorer ce qui existe en interne, de développer de nouvelles démarches, de faire évoluer les process, de mobiliser des ressources, et ça a un coût. Et ce qu'on constate également dans le cadre de notre enquête, c'est que les démarches qui sont priorisées par les entreprises sont les démarches naturelles en matière de prévention, comme la sensibilisation ou le renforcement des procédures, mais que dès qu'il s'agit de réaliser une cartographie des risques ou de réaliser des tests d'intrusion, qui sont des démarches plus coûteuses, qui font appel à des organisations extérieures, eh bien, ces réponses-là sont en nombre bien inférieur dans le cadre de l'enquête. Alors là, je rebondis avec une question de Patricia qui nous suit en ligne. Elle demande, est-ce que toutes les entreprises sont aujourd'hui concernées par le RGPD? Alors, en France, oui. En Europe, oui. À l'international, quasiment toutes. En fait, c'est dès lors qu'elles traitent des données personnelles relatives à un citoyen de l'Union européenne. Voilà, donc c'est extrêmement large. Et pour rebondir, Maude, comment vous préparez vos clients à l'arrivée du règlement? Sur quoi vous travaillez? Quels sont les plans d'action? Alors, ça dépend de nos clients. Il y a différentes approches. Mon cabinet intervient pour des sociétés internationales qui parfois gèrent ce projet dans un autre pays. Et donc en France, nous, on s'assure de la conformité avec les règles un peu spécifiques de la France. Mais lorsque l'on gère le projet de A à Z, on s'assure tout d'abord que il y a un comité qui se crée au sein de l'entreprise afin que les directeurs principaux soient impliqués dans le projet parce que c'est essentiel. Ensuite, on identifie s'il est nécessaire de désigner un délégué à la protection. Et le cas échéant, on détermine qui doit être nommé. Et ensuite, on fait un travail d'audit, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier tous les différents traitements de données personnelles. Et ensuite, on doit mettre en place la documentation obligatoire, c'est-à-dire établir un registre des données, revoir toutes les politiques de confidentialité, revoir toutes les clauses contractuelles, avec les sous-traitants. Voilà, donc c'est un vaste projet. Et en parlant de projet, Christian, est-ce que vous l'avez entrepris? Comment ça se passe à Aéroport de Paris? Quel est votre mode de préparation? Notre mode de préparation, c'est d'abord, je dirais, l'anticipation. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut anticiper la mise en place du RGPD. Et au sein du groupe ADP, nous avons mis en place, je dirais, une première logique on va dire, d'identification, de cartographie de nos forces et faiblesses potentielles, avant de désigner des correspondants dans les différentes entités, et avec, je dirais, un pilotage global au niveau du groupe. Mais effectivement, c'est un enjeu qui est important. Et comme vous le disiez, il est non seulement, je dirais, valable en France, mais également au niveau de l'international. Et c'est quelquefois assez compliqué, je dirais, de bien cerner à la fois les logiques locales par rapport à la logique nationale. On se pose aussi les questions de l'extraterritorialité de la loi dans tel cas. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il y a intérêt à avoir une analyse juridique. Hein. Donc là, je prêche pour votre paroisse. Mais c'est vraiment important pour savoir jusqu'où il faut aller. Voilà.
Alors, de manière plus générale, l'aéroport de Paris est plutôt mature sur les questions de cyber-risque et de fraude. Vous avez mis en œuvre une politique favorable aux lanceurs d'alerte, notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment ça fonctionne ? Alors, en fait, je pense que par rapport au risque de fraude de façon générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que les gens aient la capacité de remonter les problèmes auxquels ils font face. Donc à partir de là, il y a tout un tas de possibilités, des possibilités très simples qui vont être simplement la mise en place d'une simple adresse mail qui peut être fraude, le nom de l'entreprise, etc. Et avec derrière une équipe d'audit, de compliance, etc. qui va recenser. Donc je dirais, ça c'est quelque chose de basique, qui coûte pas cher, qui est pas très sophistiqué et qui finalement donne de bons résultats. Après, quand on est, je dirais, dans des groupes plus importants, plus structurés, avec des ramifications dans d'autres pays, c'est vrai que ça peut être important de mettre en place des lignes d'alerte, je dirais, englobant tous les risques de fraude, y compris les risques de corruption d'ailleurs, qui font partie des risques de fraude en tant que tels. Et là, je dirais, on est dans une logique d'externalisation du dispositif, avec, je dirais, possibilité pour le lanceur d'alerte au sens large de s'adresser à quelqu'un d'indépendant qui va qualifier la nature du risque, la nature de l'information, et à partir de là, la qualification ayant été faite, le rediriger vers des équipes internes à l'entreprise afin que ça soit analysé, traité, sachant qu'il faut, sur des sujets comme ça, le risque principal, c'est comme pour tout type de risque, hein, c'est distinguer entre l'allégation et la réalité de ce qui est vraiment effectif. Et donc là, c'est tout le travail des équipes internes, mais sur la base d'un outil externalisé qui permet de donner confiance et également d'assurer un certain anonymat de la personne qui va sonner l'alerte. Donc on voit en fait que l'humain peut être la faille, mais peut être aussi la source de résilience de l'entreprise. En tout cas, c'est ce que vous organisez. Oui, et je pense vraiment que la clé, c'est l'éducation. L'éducation sur ce type de problématique et la déculpabilisation par rapport au risque. Quelqu'un qui fait face à un risque de fraude, c'est pas quelqu'un qui a failli. Hein, moi, j'avais un ancien patron qui avait l'habitude de dire, je dirais, quand on fait une maladresse une première fois, c'est une erreur. Si elle se répète, ça devient une faute. Donc je pense qu'il faut être dans cette logique et que les gens n'hésitent pas à parler, à communiquer pour que l'ensemble de la communauté de l'entreprise puisse en bénéficier. Arnaud, en tant qu'expert, vous allez même plus loin. Vous prenez un changement de mentalité. On appelle ça le security by design. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce security by design ? Oui, sur le papier, c'est un concept extrêmement simple. C'est penser sécurité dès le début du projet. Alors, je parle de projet informatique, déploiement d'applications, de plateformes de services. Et c'est prendre en compte les risques durant toute la durée de vie du système d'information. Alors, sur le papier, c'est extrêmement simple. Dans la vraie vie, c'est compliqué parce qu'il faut lutter contre les silos qu'on peut avoir en entreprise, où aujourd'hui, le savoir est très cloisonné. Nous, dans le domaine de la cyber, on doit travailler avec les gens qui sont en charge des applications, du système, du stockage, du réseau, etc. Et ce sont des équipes qui ne communiquent pas forcément. Donc là, Security by Design, c'est embarquer tous ces gens-là sur nos projets de sécurisation, les sensibiliser, leur apporter des solutions. Il y a des choses qui marchent extrêmement bien en entreprise, quand on a une équipe sécurité qui est assez ouverte, c'est d'avoir des ambassadeurs de la sécurité. Des gens qui vont aller vers les métiers, vers les projets, et qui vont leur apporter des solutions, et qui vont plus faire ce qu'on a fait pendant des années, à savoir ne pas aller sur le cloud parce que c'est mal, protéger l'entreprise, dresser une forteresse autour de nous. Aujourd'hui, on est dans un monde quand même où tout est interconnecté. On doit travailler avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de partenaires extérieurs. Notre SI doit être ouvert à d'autres SI aussi, pour des transactions financières et autres. Donc voilà, le Security by Design, c'est inverser un peu notre façon de raisonner et plus être en mode réactif aux attaques, mais les anticiper et penser risque systématiquement et apporter des solutions pour faire face à ces risques. Guy, je me permets de vous interpeller là-dessus. Ce Security by Design, il serait possible dans des PME ? Il serait possible dans les PME, mais là, effectivement, on a toujours ces obstacles de moyens, effectivement, et de prise de conscience. Donc, il faut se saisir de ce problème et, soit voir comment on peut faire appel à des spécialistes comme vous, mais à quel prix est-ce que les offres sont adaptées vraiment sur des sociétés qui ont peu de moyens,
ou est-ce que les directeurs, comment les directeurs financiers peuvent se saisir du sujet et même et tout d'abord se former? Aujourd'hui, sur l'accompagnement que peuvent proposer des sociétés comme la nôtre, c'est pas forcément extrêmement onéreux si on reste pragmatique. Le risque zéro en sécurité informatique, ça n'existe pas. On n'arrivera jamais à faire face à toutes les menaces. Et il ne faut pas forcément imaginer les pires menaces, mais il faut mettre en place des mécanismes qui vont permettre à chacun de se sentir suffisamment protégé et de pouvoir communiquer, comme l'a souligné Christian tout à l'heure. C'est extrêmement important quand il se passe quelque chose ou quand il ne se passe pas quelque chose sur sa machine, de dire attention, j'ai reçu un mail, j'ai ouvert une pièce jointe, elle ne s'est pas ouverte, il y a quelque chose de bizarre. Donc ça, c'est important. Mais le security by design dans les petites entreprises, c'est possible à condition de rester... Il faut que la sécurité soit un moyen de protection de l'entreprise et pas autre chose. C'est finalement une assurance. C'est limiter les risques en cas d'attaque. On l'a vu avec les ransomware. Paralyser une entreprise aujourd'hui, c'est assez facile. Alors, on a parlé de notre PETIA WannaCry, mais quand j'ai commencé à travailler sur les premières grosses attaques il y a longtemps maintenant, il y a une grande assurance mondiale, 90 000 collaborateurs. Pendant 3 jours, les 90 000 collaborateurs n'ont pas travaillé, suite à un ver qui s'est propagé dans toute l'entreprise. S'ils avaient mis en place les solutions qu'ils nous avaient achetées à l'époque, puisque j'étais prestataire de cette société, ils n'auraient pas eu le souci. Juste, ils ont décalé un projet de 3 mois et malheureusement, ils ont subi 3 jours d'interruption de service. Juste un ver qui se propage dans une entreprise, ça veut dire quoi dans le langage des communs des mortels? C'est un petit virus qui va toucher une machine. Vous ouvrez un mail, il y a une pièce jointe, vous l'exécutez. Vous pensez savoir qui est en face. C'est une personne avec qui vous êtes connecté sur LinkedIn, par exemple. Pas de chance, c'était pas lui. C'est une personne qui se fait passer pour cette personne-là. Vous ouvrez ce petit fichier, il se passe rien sur la machine. Vous jetez le mail à la poubelle. Et puis le lendemain, votre machine est contaminée. Quelqu'un peut prendre la main dessus, récupérer des données, peut rebondir de votre machine vers une autre machine pour aller récupérer d'autres données, etc., etc. Merci. Alors vous avez parlé d'assurance à l'instant. On a aussi une question de Pascal qui a été posée et elle demande quel est le pourcentage des entreprises assurées contre la fraude et quelle est la typologie des assurés. Alors Sébastien, je pense que cette question est pour vous. Merci. Ce que traduit l'enquête cette année, c'est d'une part que la solution d'assurance compte désormais parmi les dispositifs ou les éléments que compte le dispositif de lutte contre la fraude. Alors, bien évidemment, il faut préciser les choses. L'assurance, même si elle s'accompagne très souvent de prévention, ça ne permet pas d'éviter la fraude, ça permet de limiter ses conséquences, et en particulier sur la trésorerie. Ça, c'est un élément qui est très important. Le deuxième élément qui ressort de cette étude également, c'est que en 2017, une entreprise sur 2 était soit assurée, soit sur le point de l'être, ce qui est une amélioration, de mon point de vue, énorme, puisque en 2015, lorsque nous avons réalisé pour la première fois cette enquête menée avec la DFCG, 81% des entreprises interrogées ne connaissaient pas l'existence de l'assurance fraude. Alors dans certains pays, c'est un mécanisme totalement naturel pour les directions financières. Elles considèrent que c'est un risque qui doit être transféré vers un assureur, un risque aléatoire bien évidemment qui doit être transféré vers l'assureur au même titre que d'autres risques, et ça fait partie des éléments que compte la direction financière pour notamment sécuriser ses actifs et ou son résultat. Alors j'ai 2 questions. Est-ce que ces assurances sont accessibles à tout type d'entreprise? C'est la première. Et la deuxième, vous parliez de risque aléatoire. Donc quel est le couple entre l'assurance qui couvre les sinistres et la prévention? Alors, l'assurance s'adresse à tous les types d'entreprises. Nous avons chez Euler Hermès développé 2 produits. Un premier produit qui s'adresse plutôt aux PME, ETI, grands groupes, qui s'appuie sur une analyse sur mesure, et un deuxième produit qui s'adresse aux entreprises de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est accessible totalement online. C'est une offre 100% digitale qui permet à ces entreprises de petite taille d'être assurées pour 75 € par mois. C'est le prix de départ, ce qui est vraiment pas cher pour protéger son résultat. J'insiste sur cette notion. Alors, la souscription du risque de fraude s'appuie sur un questionnaire. Que nous dit ce questionnaire ? Finalement, il nous dit quelque chose ou quelques informations sur le degré de sensibilité de l'entreprise au risque de fraude. Il ne va pas nous dire qu'il va y avoir des fraudes ou qu'il n'y en aura pas. Ça, c'est pas possible. Pour une raison très simple, c'est que
les procédures sont là pour définir ce qui doit se passer en temps normal et que la fraude, par définition, intervient en situation anormale, soit parce que le fraudeur a forcé les process ou les a contournés par de la manipulation psychologique, par exemple, ou par l'utilisation de différents moyens, y compris techniques, soit parce qu'il a décelé une faille réelle. Donc, notre questionnaire de souscription nous permet de nous intéresser aux dispositifs qui existent au sein de l'entreprise, mais qui vont traduire avant tout une sensibilité. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle est le plus souvent constituée d'échanges entre l'entreprise et l'assureur pour pouvoir définir quel est le niveau de capital que l'entreprise souhaite assurer, parce que ça fonctionne comme cela. Et à partir de là, on remet une proposition d'intervention avec différentes conditions qui sont à la fois tarifaires et qui sont également caractérisées par l'articulation de différentes garanties. Très bien. Je vous propose maintenant de passer aux questions pour profiter pleinement de nos experts ici. N'hésitez pas. Si vous le voulez bien, je vais commencer par une question que j'avais mise en stand-by de Charles, qui est connecté actuellement, qui est une question un peu technique. Alors, je vous la pose. Il y a une nouvelle tendance qui a émergé, portée par un virus qui s'appelle Adilkuz. Il s'agit d'une attaque visant à voler de la capacité de calcul d'ordinateur pour miner de la crypto-monnaie. Alors, comme tout à l'heure, en clair, ça veut dire quoi ? En clair, ça veut dire qu'on va profiter de vos serveurs pour gagner de l'argent sur votre dos. C'est un petit logiciel qui va s'exécuter et ça a touché certains de nos clients il y a quelques semaines. Enfin, c'était des prospects à ce moment-là et maintenant ce sont devenus des clients. Ils nous ont appelés en nous disant on comprend pas, nos serveurs sont devenus affreusement lents, on ne sait pas ce qu'ils font, mais on a une petite suspicion. On a dû subir un virus, donc on a été investigué avec eux, on s'est rendu compte que leur machine servait à miner des bitcoins, c'est-à-dire développer de la monnaie virtuelle, et ne faisaient plus leur job de serveur. Donc ils distribuaient plus de mails, ils distribuaient plus de fichiers, on a arrêté de travailler. Et ces gens-là, on a réussi à les aider de façon assez rapide et très peu coûteuse. On a mis en place une solution technologique sous forme de POC. Donc on a fait un test de la solution pour leur montrer que la solution pouvait répondre à leurs besoins. Ça coûte 0 €, c'est juste un test. Et à l'arrivée, ils ont vu que ça fonctionnait sur un serveur, ils l'ont acheté pour couvrir toute leur machine. Donc aujourd'hui, ils sont protégés, mais leur antivirus traditionnel faisait malheureusement pas le job. Il faut des solutions nouvelles pour faire face à ces attaques nouvelles. Merci, c'est très clair. Alors, comme vous le voyez, grâce à la vidéoconférence, on a eu pas mal de questions. Alors, j'espère que dans la salle, vous n'êtes pas plus timides que ceux qui sont derrière leurs écrans. N'hésitez pas à poser des questions. Pareil, entre experts, si vous avez des choses que vous souhaitez creuser entre vous, n'hésitez pas. C'est le moment. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? Oui, monsieur ? Bonjour, Jean-Philippe Rocher, je suis conseil pour un éditeur de solutions cybersécurité et j'ai une question de ce que je vois sur le terrain, entre autres avec les DAF ou autres. Il y a souvent des solutions, j'allais dire logicielles ou autres, mises en place, donc les DSI font bien leur travail. La réalité souvent, c'est que les usages pour les non-informaticiens en bout de chaîne n'est pas adapté. Et donc, finalement, le résultat sécurité avec ce maillon au final qui n'est pas opérant n'est pas satisfaisant. Qu'en est-il de votre vision à tous là-dessus, sachant qu'on commence à travailler, je représente Libero.net, qui travaille sur du transfert de fichiers chiffrés avec facilité d'usage, et les gens nous disent « Ah, enfin, on a quelque chose qui est facile pour des non-informaticiens ». Quelle est votre vision à tous là-dessus ? Je vais tenter de répondre à la question. C'est une discussion qu'on a eue ce matin au café avec les personnes qui sont à côté de moi. Aujourd'hui, on a un manque de temps dans les entreprises pour la formation des utilisateurs. Malheureusement, on met en place tout un tas d'outils qui sont extrêmement puissants. Si on prend par exemple la suite Office en ligne ou les produits Google, aujourd'hui, je pense que dans la salle, on les utilise massivement, mais on n'est pas expert pour autant. On n'a pas pris le temps de se former. L'entreprise n'a pas pris le temps de nous former sur le sujet et on a une méconnaissance de l'outil. Moi, en tant que passionné, je ne vais pas dire expert, mais en tant que passionné par la cybersécurité, ce que je vois aujourd'hui, c'est que des utilisateurs n'utilisent pas les solutions mises en place par l'entreprise, par méconnaissance, et vont chercher des outils à l'extérieur. Elles vont réutiliser leur Dropbox personnel, elles vont utiliser leurs outils de synchronisation de notes, par exemple, et n'utilisent pas les solutions de l'entreprise par méconnaissance. Donc je reviens sur le côté ambassadeur dont je parlais tout à l'heure. C'est extrêmement important que
que d'avoir des gens capables d'aller vers les utilisateurs et de leur dire voilà ce qu'on a à disposition. Tout à fait. Non, il faut vraiment savoir où fixer la barre. Hein. Donc ne pas être trop exigeant non plus, ne pas paralyser l'opérationnel. Et que là aussi, là, je pense que la direction générale dans les PME se saisissent du sujet. Après, vous parlez effectivement, on parlait de la pertinence de l'antivirus. Il faut aussi de l'information et de l'intervention de prestataires qualifiés pour savoir quels antivirus peuvent être efficaces, lesquels le sont moins effectivement. Et alors comment ça passe? Est-ce que ça peut passer aussi par des certifications des prestataires en sécurité? C'est peut-être une piste à creuser. Alors ça, ce sont des démarches qui sont initiées. Malheureusement, comme d'habitude avec les certifications, c'est ceux qui ont le temps de les passer et les moyens aussi, qui jouent le jeu. Nous, typiquement, on passe beaucoup de temps chez nos clients et je sais que cette partie-là, on la négligerait probablement. On parlait tout à l'heure de minage de Bitcoin fait par des serveurs. Quand on intervient pour des entreprises qui nous sollicitent sans nous connaître, on marque très rapidement des points. Et vous savez hyper rapidement si l'entreprise en question elle est compétente ou pas face à une menace moderne. Il y a un point qui est extrêmement important dans la protection cyber, c'est de savoir remettre en cause ce qu'on a fait hier. Il ne faut pas raisonner en se disant mon antivirus, j'ai choisi il y a 5 ans, c'était le meilleur du marché, je vais le renouveler. Aujourd'hui, nous on est confrontés à une logique aussi économique qui nous touche tous ici présents. On apporte des solutions qui sont novatrices, qui apportent des mécanismes de protection bien plus efficaces que les solutions déjà en place. Le hic, c'est que les acteurs traditionnels vont essayer de verrouiller leur business et vont faire des remises absolument hallucinantes pour vous rendre captif. Donc faites juste attention, quand vous payez 2 ans et qu'on vous en offre 3 derrière, c'est que le produit fait sûrement pas son job. Ou pas comme on l'espérait. Si je puis me permettre, en complément de votre réponse, c'est toujours la question initiale. Sur la méconnaissance, je reviens, j'ai un cas d'un grand groupe, une fiscaliste d'un grand groupe d'assurance. Je lui ai fait utiliser la solution et avant de lui faire utiliser, je lui ai dit ça va être chiffré. Elle me dit ah non, surtout pas. Donc il y avait du vécu, grand groupe a priori plutôt assez formateur tout de même, hein, donc il y avait des moyens. Et on revient là sur des problèmes d'ergonomie chez les éditeurs. Donc je ne parle pas chez vous, qui êtes intégrateur ou qui faites du conseil, autant pour vous et Monsieur de Georges, mais on a ce constat-là. Et est-ce que vous avez les uns et les autres cette capacité à prendre en compte cette problématique utilisateur? Parce qu'on peut le voir sous l'angle formation, mais on peut se dire aussi que quelque part les acteurs traditionnels n'ont pas travaillé assez l'ergonomie, ce qui fait que les utilisateurs finaux ne l'utilisent pas, alors que quand on leur met quelque chose qui est intuitif, derrière on voit que c'est utilisé, à tel point qu'elle m'a redemandé la solution par ailleurs en parlant de plateforme. Je vais prendre la parole une nouvelle fois. Le chiffrement, par expérience, c'était quelque chose d'assez lourd sur les machines. Et donc, il y a cette mauvaise image de si je chiffre, ça va ralentir. Aujourd'hui, si je prends le cas de l'antivirus, par exemple, ou de l'anti-malware, pour utiliser les termes un peu plus récents, on va profiter de la puissance du cloud pour que le calcul soit plus fait sur le poste et ralentisse le poste, mais on va profiter des infrastructures qui sont disponibles chez Amazon, Microsoft, Google et consorts pour aller déporter ce calcul-là, qui est extrêmement coûteux en termes de ressources, à l'extérieur de l'entreprise. Et grâce à ça, on va avoir une meilleure couverture, on va pouvoir bloquer beaucoup plus de choses en décuplant tout simplement la puissance de la machine avec celle du cloud. Donc voilà, c'est des approches un peu nouvelles. Alors là, je me permets de prendre la question de Benoît, puisqu'il s'adresse directement à vous, Christian et Guy. Il demande, concernant l'éducation des collaborateurs sur les risques de fraude dans les PME, ETI ou grands groupes, quelles sont selon vous, vos expériences respectives, les meilleurs moyens de diffuser ces messages, Comme en formation, c'est la répétition. Donc c'est vraiment toutes les semaines, tous les mois, et peut-être réfléchir à de nouveaux modes pédagogiques. Alors je pense très sérieusement des bandes dessinées. C'est peut-être un moyen de diffuser les bonnes pratiques sur ce plan. Oui, en fait, je vous rejoins. Je pense que la répétition est clé, toujours les mêmes messages, pour que les gens soient sensibilisés aux risques les plus importants. Après, je pense que ce qui peut aider aussi en termes de communication, c'est un tone at the top, un engagement fort de la direction générale, pour vraiment montrer que c'est un sujet d'importance et ce n'est pas qu'un sujet de spécialistes, de financiers, d'hommes d'IT ou autres. Et en termes de mode de communication, les dispositifs de e-learning sont pas mal quand on a les moyens de les développer. Et moi, je crois aussi beaucoup aux petites études de cas. Voilà.
une situation, une position de choix pour le collaborateur, quelle réponse apporter. Si on arrive comme ça à créer des petites études de cas simples qui font appel à des situations vécues en réalité ou potentiellement dans l'univers, on marque des points indiscutablement. Alors là, c'est la prévention. Sébastien, moi je voulais vous demander, alors peut-être que vous voulez réagir sur la prévention, mais je voulais surtout vous demander quel plan d'urgence faut-il adopter quand la fraude survient ? Alors, d'abord, sur la communication, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut parler du risque de fraude à tout le monde dans l'entreprise, et c'est pas la seule affaire des fonctions financières, comptables. La fraude portant sur les marchandises peut concerner les personnes qui sont, par exemple, au stock. La fraude aux faux ordres de virement, on est sur les fraudes aux faux fournisseurs, etc. Donc, finalement, le fait d'expliquer à tout le monde ce qui peut intervenir, y compris à l'accueil téléphonique, ce qui est parfois le premier passage pour recueillir de l'information. Expliquer quelle est la conséquence de ce qu'on peut communiquer à l'extérieur et les différents mécanismes de fraude qui existent. C'est un dispositif de prévention qui est très basique, mais qu'il ne faut pas oublier. Il faut en parler à tout le monde, absolument. Et effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, considérer que les personnes qui appuient sur le bouton pour effectuer un virement alors qu'elles ont été manipulées psychologiquement sont des personnes qui sont persuadées de bien faire. On n'a pas affaire à des collaborateurs qui sont incompétents, on a affaire à des gens qui ont été manipulés et qui ont été manipulés par des fraudeurs qui connaissent très très bien l'organisation de l'entreprise, qui ont des informations personnelles sur les individus, etc., etc. Donc cette information-là, elle doit être étayée, elle doit s'appuyer sur des articles de presse, par exemple, elle doit s'appuyer sur un certain nombre de cas précis, pratiques, qui vont mettre les salariés de l'entreprise en situation et les conduire à revoir certains de leurs comportements personnels, dans certains cas, et également à considérer comme essentielles certaines procédures qui sont peut-être vues de manière plutôt contraignante. Et sur quand une fraude survient, quels sont les plans d'action ? Alors, vous me tendez la perche pour que je souligne un des grands paradoxes de cette étude. On a 73% des entreprises qui s'estiment plutôt satisfaites des dispositifs en place pour lutter contre la fraude. Malgré cela, il y en a 1 sur 2 qui n'a pas défini de plan d'urgence à activer en cas de crise. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que le plan d'urgence peut être apprécié à différents niveaux. Il y a des situations très complexes qui nécessitent d'avoir défini des plans d'urgence, des plans d'action très élaborés. Mais dans la plupart des cas qui nous concernent, si on considère un faux ordre de virement international, c'est un virement qui est parti sur un mauvais compte et il s'agit de définir qui on doit appeler à ce moment-là. Je le rappelle, 30% des fraudes et des tentatives de fraude sont effectuées à des moments où l'entreprise est en situation de faiblesse, par exemple à des périodes creuses. Voilà, je cherchais le terme, des périodes creuses, en veille de week-end, à l'heure du repas. Enfin. Et donc, il faut avoir défini préalablement, parce qu'il est important d'agir très vite, préalablement, comment est-ce qu'on peut stopper ces opérations de virement qui sont le plus souvent caractérisées par un déplacement vers les pays de l'Est, vers l'Orient, de ces fonds, et qui vont rétribuer au passage, se diviser en une multitude de comptes et rétribuer au passage des organisations criminelles. Ça, c'est le premier aspect pour le faux ordre de virement. Donc ça prend finalement peu de temps que de définir qui doit téléphoner et à qui en cas d'urgence. Et un deuxième aspect qu'on peut relever aussi, c'est l'aspect informatique. Finalement, il s'agit aujourd'hui plus que jamais de s'inquiéter des systèmes de sauvegarde qui existent dans l'entreprise et de la manière dont on peut restaurer un système qui serait corrompu par une attaque informatique. Donc ça, ce sont 2 éléments qui sont finalement assez basiques, qui peuvent être bien évidemment très élaborés, mais qui constituent des pistes de réflexion élémentaires pour constituer ou définir un plan d'urgence. Si je peux rajouter sur cette question par rapport aux notifications obligatoires désormais en cas de violation de données personnelles, donc qui peuvent intervenir après une cyberattaque. Comme je le disais précédemment, désormais vous allez avoir une obligation de notification dans les 72 heures, et donc tous ces plans de préparation, d'entraînement, il faut intégrer dans ces plans cette obligation de notification. Donc vous avez un délai de 72 heures qui va vous laisser quand même un certain temps afin de déterminer
déterminer s'il y a des données personnelles qui ont été impactées ou non par la cyberattaque, et ensuite comment formuler à la CNIL et le cas échéant aux personnes concernées l'existence de cet incident. Et là, j'attire votre attention, surtout si vous êtes un groupe international, il faut vraiment que dans ce plan, vous preniez en compte vos obligations dans les autres juridictions. Je pense notamment aux États-Unis, où par exemple, dans l'État de New York, si vous notifiez à la CNIL en France, il va falloir que vous le fassiez également à New York. Sinon, ce sera une violation de la réglementation là-bas. Et par ailleurs, bien réfléchir à la formulation des notifications aux personnes concernées. Et si vous avez l'opportunité, à impliquer des personnes spécialisées dans la communication de crise, parce qu'il y a certains termes auxquels il faudra faire attention. Je pense ici au risque juridictionnel. Si, par exemple, vous dites « je suis désolé, excusez-nous », pour ce qui est arrivé à vos données personnelles, et ben aux États-Unis, ce sera une reconnaissance de culpabilité. Donc il faut faire très attention à tout ça et bien prendre en compte voilà, les différentes obligations au niveau des juridictions. Voilà. Alors Maud, je profite du fait que vous avez le micro. Il y a Camille qui nous a posé la question, quand faut-il nommer un DPO quand cela devient obligatoire? Donc DPO, c'est Data Protection Officer. Voilà, donc c'est le délégué protection des données en français. Alors il y a 3 cas obligatoires si vous êtes une autorité publique. Si vous traitez à grande échelle, je simplifie, mais si vous traitez à grande échelle des données personnelles, ou si vous traitez des données personnelles sensibles. Donc ça, c'est les cas obligatoires, sachant qu'il est dans tous les cas très fortement recommandé par la CNIL de désigner un DPO. Voilà. Et un DPO, ça peut être une personne en interne ou une personne en externe. Ça peut être par exemple le directeur financier, ça peut être une multitude de personnes déjà impliquées. Oui, alors le DPO, selon le RGPD, c'est quand même un mouton à 5 pattes parce qu'il doit avoir des compétences juridiques, informatiques, une vraie connaissance de la société. Et surtout quand même avoir un poste assez senior pour qu'il se fasse respecter par les opérationnels. Après réflexion sur ce sujet, il est quand même considéré qu'un profil juridique est à favoriser, sachant que le DPO peut être soutenu par une équipe. Donc après, pour les autres spécialités plus informatiques, etc., il peut être conseillé sur ces aspects-là. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle à poser à nos participants? Alors, Oui, il y a quelqu'un? Ah, merci. Pardon, merci. Bonjour, je suis Marie-Pascale Clochard, directrice financière du groupe CEGEX. Je rebondis sur votre réponse, madame. Vous dites que c'est en fonction, un des 3 cas pour nommer un DPO, serait de traiter un nombre important de données personnelles. Qu'est-ce que vous appelez données importantes? La valeur, en quantité? Donc ça, c'est des critères juridiques à évaluer en fonction des cas. Je ne sais pas s'il y a un volume. En fait, c'est... je ne sais pas s'il y a une réponse très claire à cette réponse. C'est des critères à évaluer en fonction de vos activités. Mais on s'en aperçoit assez rapidement. En fait, ça peut être des petites entreprises logicielles qui, de fait de leur activité, même s'ils sont peu nombreux au sein de l'entité, gèrent énormément de données personnelles pour le compte de leurs clients, si ce sont des sous-traitants. Ou alors des grosses entreprises de la téléphonie, par exemple, qui sont amenées à avoir énormément de données personnelles sur leurs clients. Mais il y a également les collaborateurs. Évidemment. Donc les gros groupes, tout de suite, de toute façon, cette question... Combien vous dites que vous êtes une entreprise où vous êtes obligé, pour le 25 mai, de nommer un DPO? Je ne pourrais pas vous donner une réponse sur un volume. Désolée. Et j'ai une autre question, ça ne nous concerne que partiellement au niveau du groupe où je suis. Quand vous avez des clients qui sont des particuliers, hormis, je dirais, le bon de commande et le contrat classiquement que vous avez avec eux, qu'est-ce que change la RGPD à ce niveau-là? Vous voulez dire sur l'information de vos clients? Oui. Alors là, c'est encore un rappel de ce qui existait. Il y avait déjà des informations obligatoires, effectivement. Le RGPD change en ce sens que toutes vos communications aux personnes concernées vont devoir être simplifiées.
Donc je ne sais pas si vous avez déjà reçu, vous, des nouvelles politiques mises à jour. Et il va vraiment falloir que ce soit limpide pour eux. Et donc c'est compliqué, limpide et concis. Hein. Et c'est compliqué parce que la liste d'informations tient sur une page sur le RGPD, mais tout ça, il va falloir le faire de manière très simple et très limpide pour eux. Donc effectivement, c'est un exercice un peu délicat, mais c'est faisable. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à contacter nos experts ensuite. On va boucler, j'utilise la dernière question que nous avons eue en live de Stéphane qui dit « Nous sommes une entreprise de 12 personnes et travaillons dans l'industrie à l'échelle internationale. Quelles recommandations avez-vous » Donc, je vais partir de cette question, mais de façon plus générale. Je vous propose un dernier tour de table, 30 secondes chacun. Si vous ne devez retenir qu'un seul conseil à donner au sein de votre entreprise ou à vos clients, quel serait-il? Un jour, j'ai conseillé à un chef d'entreprise de souscrire une assurance homme-clé. Et le chef d'entreprise m'a répondu « Non, surtout pas Guy, ça va me porter la poisse ». Donc, le conseil que je donnerais, et c'est un conseil très sérieux, c'est d'arrêter d'être superstitieux, de se persuader que ce sont les maladies qui font du mal et pas les médicaments, et de prendre des mesures de précaution avec les experts. Faites-vous accompagner sur l'expertise informatique. En gros, externalisez cette partie-là. Quand vous êtes 12 personnes, vous avez autre chose à faire que de gérer votre informatique. Donc, appuyez-vous sur une société experte en la matière. Donc, quitte à me répéter, faites-vous également épauler d'un point de vue juridique si vous n'avez pas de service juridique en interne. Mais pour moi, le premier conseil, c'est de vraiment impliquer tous vos opérationnels. Parce que tout ce qui est traitement de données personnelles ou même donc failles cyber, ce seront vos opérationnels, je vais y arriver, excusez-moi, qui seront impliqués en premier lieu. Donc il faut qu'ils aient les réflexes et qu'ils sachent à qui parler quand ça arrivera. Voilà. Moi, de mon côté, le conseil que je donnerais, c'est se préparer à l'inattendu. Voilà. Je pense en fait que les techniques évoluent, donc à partir de là, il faut être prêt à réagir à quelque chose qu'on n'attend pas. Par rapport à ça, quelle est la démarche qu'il faut faire? C'est avoir une démarche de cartographie systématique de ces risques actuels et surtout les risques potentiels. Alors donc, quand on est dans une grande organisation, on met en place un système de cartographie. Quand on est dans une plus petite organisation qui n'a pas forcément les experts, les moyens, on se met dans une logique de knowledge management où on recense les cas auxquels on a été confronté et ça permet de capitaliser et de partager les bonnes pratiques avec l'ensemble des collaborateurs. Oui, je vais rebondir sur ce que vous évoquiez. Finalement, l'amélioration continue, elle est aussi possible dans des petites structures, puisqu'il s'agit de cela, une douzaine de personnes. Par conséquent, l'adaptation des procédures internes qui vont consister à séparer les tâches, segmenter les pouvoirs, etc. C'est aussi possible dans une petite structure. Se protéger d'un point de vue informatique, c'est également nécessaire. Et puis, ce qui est disponible pour les petites entreprises également, c'est la solution d'assurance qui permet de pérenniser l'activité par la protection du résultat. Merci à tous. J'ai été ravie d'animer cette table ronde avec vous, que j'ai trouvée très qualitative. Merci à tous ceux qui ont participé à la webconférence et qui ont posé des questions. Vous avez été très actifs. Vous avez vraiment participé à la qualité de cet événement. Merci à tous ceux qui sont présents dans la salle. C'est important. Si vous avez envie d'échanger avec nos speakers, n'hésitez pas. C'est le moment. Et puis merci enfin à la DFCG et Euler Hermès qui nous ont apporté des données techniques, de terrain pour pouvoir aborder ces questions qui sont complexes. Et puis merci à eux d'avoir organisé l'événement.